Juste à main levée avant, qui était là à mon talk, mon quickie de ce midi? Ok, alors je vais reparler de salaire.dev, mais d'une autre manière, donc normalement ça devrait aller. Ce sera pas trop ennuyeux pour vous. Donc je me représente pour ceux qui ne m'ont pas encore vu. Je m'appelle Alexis Lozano, je suis dev chez 360 Learning. En gros, on fait une plateforme de e-learning pour les entreprises, pour gérer tout ce qui est besoin de formation des salariés. Et j'ai créé un site qui s'appelle salaire.dev, qui est on va dire un site de partage de salaire. Donc je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà vu. Ok, alors c'est un site très simple. On va voir donc voilà différents salaires avec l'entreprise, l'intitulé du poste, etc. Bien sûr la rémunération, c'est ce qui nous intéresse, et puis l'expérience. Ensuite, à côté, on va avoir un petit formulaire où on va pouvoir ajouter son salaire. Donc voilà, avec toutes les infos que j'ai demandées avant. Sur mon autre présentation, en fait, j'ai expliqué un peu ce qui s'est passé quand j'ai développé ça en public et tous les problèmes de bots. Mais aujourd'hui, on va plus aujourd'hui. Ce soir, on va plus parler technique sur des changements que j'ai faits pour me simplifier la vie. Ok, donc la démo c'est fait, hein. Donc comment architecturer le site? Enfin, comment était architecturer les sites? Donc ce qu'on avait, c'était une appli un peu classique avec un front et un back séparés qui communiquent via JSON. Alors le front était en M, le back-end pardon, en Rust, mais bon, ça c'est pas forcément important dans cette histoire. Donc voilà, voici l'architecture. Plutôt simple et plutôt classique. Donc maintenant, je vais vous montrer, alors je vais vous montrer pas en live, j'ai déjà écrit le code, pour ajouter ce que j'ai dû faire pour ajouter une nouvelle fonctionnalité. Donc là, le but, ça va être d'ajouter le type d'entreprise. Donc le type d'entreprise, on va dire, j'ai fait ça simple, hein, j'ai dit une entreprise, ça va être soit un grand groupe, soit une ESN, soit une start-up. Il y aurait plein d'autres possibilités, hein, mais c'était juste histoire d'avoir un exemple. Donc, hop, ok. Je vais juste voir s'il y avait une autre slide derrière. Hop. Donc là, ce que j'ai fait, c'est à gauche, là vous voyez, en gros, il y a tous les fichiers que j'ai dû changer pour faire ça. Donc avec l'archi avec Helm et Rust. Donc vous voyez, là, il y a les fichiers Rust. Alors je vais vous expliquer au fur et à mesure hein, ce qu'il faut voir dans le code. Là, c'est pas un cours sur Rust ou sur Helm, hein, c'est pas le sujet. Et pareil, donc ici, les fichiers front. Alors petite question avant de commencer. Allez, à main levée, ceux qui préfèrent que je commence par le front. Ok, on va commencer par le back alors. Désolé. Ah oui, oui, vraiment, oui, pardon. J'ai oublié ça. Hop. Est-ce que là, ça fonctionne? Oui, bah, je vais m'asseoir alors. Hop. Voilà. Tout ça est fait par des professionnels, évidemment. Est-ce que là, vous voyez bien? Ouais. Normalement, j'ai mis noir sur blanc, ça devrait être assez lisible. Donc, on va commencer par le bac, même si en fait, on va pas arrêter de passer d'un fichier à l'autre. Donc, ce que j'ai fait en premier lieu, c'est que j'ai défini donc un autre type, donc le type d'entreprise. Donc là, company type. Bon, il y a dû faire, hein, mais c'est pas très grave. Hop. Donc, en gros, c'est un enum. Donc, il y a trois possibilités. Grand groupe, en fait, je vais montrer avec la souris, ce sera plus simple. Grand groupe, PME et ESN. Et ensuite, derrière, alors bon, ça c'est du Rust, mais c'est pas forcément le sujet, mais en gros, on a une fonction qui prend un company type et qui le transforme en string. Donc par exemple, si c'est grand groupe, ça va envoyer la string grand groupe, etc. pour le reste. Et après, on a une fonction try from string vers company type. Alors là, c'est try parce qu'il peut y avoir une erreur si jamais on n'envoie pas la bonne string. Par exemple, si on envoie la string, je sais pas, moi, chocolat, bah c'est pas un type d'entreprise, donc erreur. Voilà, donc ça, c'est le company type côté Rust. Et donc maintenant, company type côté Helm. Alors juste, peut-être vous connaissez pas Helm, donc c'est un langage pour faire des applis front, et c'est un langage fonctionnel typé. Alors je vais pas vous montrer plein de trucs, mais on va juste voilà, voir le type. Alors il y aura peut-être des erreurs des fois parce que j'ai pas fait le npm run install, enfin le npm install, mais c'est pas très grave. Donc là, on a pareil le company type qui est plus ou moins un enum, hein, grand groupe ou PME ou ESN, et puis deux fonctions ici, la toString pour transformer en string et try_from_string pour transformer la string en mon type. Voilà, donc jusque-là, c'est pas trop compliqué. Après, derrière, pour continuer les types, on a notre salary. Donc ça, le salaire, en fait, c'est une ligne du tableau, hein. Donc une ligne du tableau, du coup, je rajoute mon company type, qui est de type company type, qui peut être nul, c'est pour ça qu'il y a l'option. Et pareil, côté Helm, où là, je l'ai rajouté maybe company type parce que ça peut être nul. Bon.
Donc voilà, ça c'est mes types de données. Ensuite, ben, vous imaginez bien, côté back, on va vouloir récupérer les salaires, donc par l'API. Donc quand on récupère les salaires, bon, bah là j'ai ma réponse HTTP classique. Donc en gros, on va transformer à un moment le company type en une string pour qu'après ça soit serialisé en JSON classique. J'ai aussi pardon, ouais. Aussi, il y a aussi comment on appelle ça? Le contrôleur dans l'autre sens. Donc, quand on appuie sur envoyer un salaire, donc là, ça fait, on a la requête, on récupère une option de string et puis on le transforme en option de company type. Voilà. Et ensuite, bah, côté front, on a ben, les interfaces. Donc, au niveau de l'interface, là, le index, c'est là où on a le gros tableau. Donc bon, après, j'ai une fonction annexe pour m'aider, mais en gros, ici, c'est là que j'utilise le company type et que je fais mon head de tableau. Vous savez, là, dans le tableau, il y a les headers, et puis après, il y a chaque ligne de données. Donc là, il y a le head, et ensuite, ici, paf, il y a la donnée. Donc là, on dit, voilà, tu essaies de transformer le company type en string, tu l'affiches. Si on n'a pas, tu mets chaîne vide, donc en fait, la case sera vide, et puis c'est tout. Et pareil pour l'insert, en gros, ce que j'ai fait, donc l'insert, hein, c'est le formulaire. Donc, j'ai mis mon petit drop-down. Voilà. Bon, je veux dire, on aurait pu faire ça en Angular ou n'importe. Hein, c'est pas l'idée, c'est juste de vous montrer vite fait. Il y a un drop-down, il y a un fetch, il y a un machin. Voilà. Donc voilà tout ce qu'on a dû faire pour ajouter le type d'entreprise. Donc, hop, je vais me relever. Donc, quel était un peu le problème là-dedans? Quand moi, à chaque fois que je voulais rajouter un feat ou que je voulais rajouter un truc, bah, c'est qu'il y a pas mal de duplications en fait. Vous avez vu hein, les types, par exemple le company type ou salaire, bah, à chaque fois il y avait la même chose dans deux langages différents, mais bon finalement c'était pareil. Tout ce qui est validation, alors là la validation c'était simple, parce qu'on prend une string, bah, il y a juste si la string c'est pas une des trois strings, alors ben il y a une erreur. Pardon. Mais sur d'autres trucs un peu plus, pour y avoir des trucs plus complexes, par exemple la valeur du salaire. On veut que ce soit un entier, on veut que ce soit plus grand que 0, enfin des choses comme ça. Donc ça veut dire qu'on va avoir cette logique de validation côté front, côté back, et en plus on va devoir, si on fait un changement d'un côté, il faut synchroniser de l'autre, quoi. Donc ça, c'est encore un truc à faire attention. Donc ça rajoute plus de travail, et en plus, comme il y a deux programmes, bah, il y a deux trucs à déployer. Et bon, bah pareil, c'est long et c'est du taf. Et je sais plus si je l'ai dit, mais ça, moi, Salaire.dev, c'est un projet perso, j'ai pas envie de passer des heures dessus. Donc voilà, c'était un peu embêtant. Donc je reviens hein, vite fait, le site, donc on est d'accord, hein, c'est un front-end, un back-end séparé, on l'a vu. Donc maintenant, petite question. Est-ce que vous avez des idées d'archi alternatives qu'on pourrait utiliser plutôt que ça? À main levée, et puis si vous avez une idée... Personne n'a d'idée, à part faire un front et un back avec juste une API classique? Je suis sûr que vous avez des idées. Faut combiner le front-end et le back-end. Bah, et comment? Non, vous n'avez pas d'idée? Ah, si. Du server-side rendering. Ouais, donc ça veut dire, en gros, tu as juste le back-end et puis c'est lui, il t'envoie du HTML et puis c'est fini. Très bien, oui, effectivement, c'est une possibilité. D'autres idées? Sinon, on passe au prochain slide, hein, j'ai les réponses. Allez, je vais passer aux réponses. Ok, alors effectivement, la première, hein, c'est ce que tu disais, Olivier. Donc il y a le server-side rendering vraiment classique, donc où on a notre back-end et puis qui renvoie directement du HTML. Donc là, je dis vraiment classique, il n'y a même pas de JS. Donc en gros, les gates avec des liens et puis les formulaires avec le action post vraiment classique. Alors là, ce qui est embêtant, c'est un truc que je crois que je vous ai pas montré, donc je vais vite fait vous le montrer. Hop, vous voyez ici, là, quand je vais dans j'ajoute mon salaire et que j'écris un truc, hop, un truc qui clairement n'est pas un email. Voilà, j'ai une petite erreur. Et donc par exemple, pour faire ça, dans ce cas-là, on a deux possibilités. Soit on dit OK, on fait la validation côté back-end, mais du coup dès qu'on fait un truc comme ça, eh ben, ça rafraîchit la page. Donc bon, pour l'utilisateur, c'est pas forcément fou. Soit sinon on fait la logique de validation genre dans le HTML, dans les attributs HTML, mais bah j'avais pas envie de faire ça. Voilà, c'est un argument comme un autre. Hein. Non, en fait, non, le problème, c'est qu'en gros, ça va redupliquer en fait, la logique. C'est-à-dire que je vais avoir de nouveau une logique de validation côté back-end et une logique de validation côté HTML. Donc, en fait, on revient un petit peu au même souci. Bah, sinon, donc là, en fait, comme je disais, surtout, c'est non dynamique. C'est-à-dire ça refresh la page à chaque fois qu'on fait un truc. Bon, une autre possibilité, c'est de faire la même chose, mais mettre un petit peu de JS dedans. Du JS classique avec une valide script, et puis on fait des requêtes Ajax classiques.
Mais ça, voilà, là vraiment, en fait, j'ai pas envie de faire du Vanilla JS. Donc pour moi, c'est pas bon. J'ai pas envie de faire ça. Voilà, c'est un bon argument, encore une fois, hein. Ouais. En même temps, qui vraiment. Non, il y a des gens qui ont vraiment envie de faire du Vanilla JS. Bof, hein. Bon, sinon, bien, le truc d'Olivier dont il parlait tout à l'heure, le SSR. Alors, franchement, j'englobe tout, hein. Toi, tu as mis 4 ou 5 SSR, le SSG, plein de choses. Bon, moi, j'englobe tout là-dedans, hein. Donc là, bah, j'ai mis un exemple avec Next. Mais en gros, on va avoir un seul programme, on va dire, qui va faire plus ou moins le back-end et le front-end ensemble. Le back-end, il va pré-rendre des composants React. Et ensuite, il va y avoir de l'hydration, en gros, mettre les données à l'intérieur pour afficher à la fin le HTML. Le problème, alors ça marche bien, il y a un seul bloc de code, on va dire, donc un seul truc à déployer. Le problème avec ça, c'est que ça force un écosystème. C'est-à-dire, disons, hop, je prends Next, et bah, paf, je fais du React. Hop, je prends Nuxt, ok, bah, je fais du Vue. Je prends du Remix, je fais du React. Enfin, tout comme ça. Or, moi, bah, j'ai du Helm et du Rust, et franchement, si je peux garder au moins un des blocs, moi, ça m'arrange. Plutôt que de tout réécrire, et que si à un moment, il faut que je change le framework, il faut que je réécrive tout. Bon, j'ai pas spécialement envie, quoi. Donc on peut passer à une autre chose. Ça, c'est un peu moins connu, mais bon, on en entend un peu parler des fois. Je sais pas si vous connaissez. Peut-être LiveView en Elixir. Il y a des gens qui ont entendu parler, à lever la main. Ok, il y a 2 personnes au fond. Ou un peu plus. 3, 4. Bon, c'est clairement pas la majorité de la salle. En gros, là, ce qui se passe, c'est que le back-end et le front-end, ils vont communiquer via WebSocket. Et en fait, on va avoir un seul langage pour gérer tout ça. Donc, on a voilà, LiveView est le langage Elixir, Laravel, c'est Livewire, Ruby, c'est Hotwire. Par exemple, si bah, vous utilisez peut-être GitHub, hein, c'est probable, bah, GitHub, ils utilisent. Enfin, je sais pas s'ils utilisent vraiment Hotwire, mais en tout cas, c'est le système qu'ils utilisent. Ils font ça, eux. Si vous vous amusez à regarder un petit peu les requêtes quand vous envoyez un commentaire ou machin, vous voyez qu'ils vous renvoient des blocs de HTML qui remplacent. Bon, en fait, ils font à peu près ça. Voilà. Mais bon, là, pareil, en fait, ça me force un écosystème. Donc, moi, j'ai pas envie de refaire mon app en Ruby ou n'importe. Donc, bah, je fais pas ça non plus. Voilà. Donc, pour résumer, hein, je l'ai remis vite fait, mais j'ai pas envie d'être forcé à utiliser un écosystème. J'ai envie de garder, moi, ce que j'avais de base. Au moins, garder, on va dire, la partie domaine, métier. Et j'ai pas forcément envie d'écrire du Vanilla.js. Voilà. Donc en fait, ce que je me suis dit, c'est que finalement, moi, ce système super simple avec vraiment le HTTP avec le Ajax, moi, ça m'allait bien. Le seul problème, c'est que j'ai pas envie d'écrire du JS. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ça, mais sans JS? Eh bien oui, on peut utiliser HTMX. Donc HTMX, comme vous voyez, c'est quelque chose qu'on va pouvoir saupoudrer sur notre HTML pour le rendre dynamique, mais sans écrire beaucoup de JS et puis faire, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais des je sais pas, XML request, créer nos objets, les envoyer, tout ça. Faire ça de manière vraiment très simple. Et en plus, comme ça, je peux garder mon backend Rust. Et moi, quand j'ai un backend en Rust, je suis content. Hop. Donc, qu'est-ce que c'est HTMX? Alors, il y a plein de trucs en anglais là, mais pour faire simple, HTMX, c'est une librairie JavaScript. Voilà. Donc, on va rajouter dans notre HTML classique. Et il va nous permettre d'utiliser, on va dire, les attributs en fait, des balises HTML pour faire des actions. Donc, je vais vous montrer un tout petit bout de code qui vraiment, je crois, c'est le premier bout de code de la doc. Donc, vous rajoutez HTMX, alors via un CDN, via ce que vous voulez dans votre HTML. Et ensuite, on va pouvoir mettre des petites balises comme ça dans notre HTML. Donc, par exemple, ici, je vais essayer de ne pas être trop aveuglé, on a un bouton. Lorsque on fait un clic, alors on va faire un post, enfin une requête post hein, sur l'URL clicked, donc le site /clicked, hein, bien sûr. Et le bout de HTML qu'on va récupérer, on va prendre je sais pas moi, le div par exemple qui a l'ID parent div, et pouf, on va le mettre à la place. Voilà. Et ça, en fait, ça fait ça automatiquement. On n'a rien d'autre à faire. Donc là, ce qui se passe, c'est que le parent div qui est ici, il est probablement au-dessus, et donc en fait, ça va remplacer tout le bloc parce qu'on a outer HTML. Si on avait inner HTML, ça remplacerait pas tout parent div, mais ça remplacerait que ce qui est à l'intérieur de parent div. Ok ? Donc voilà, ça fait ça. À noter, ça c'est un petit truc technique, c'est que en fait ce truc de HX Target, il fonctionne que sur les enfants ou les parents. Si vous avez envie, je sais pas, quand vous cliquez sur un bouton, de modifier un truc qui est totalement ailleurs dans l'arbre HTML, il faut utiliser un truc qui s'appelle HXOOB, c'est la même syntaxe, hein. HXOOB qui veut dire out of bounds. Je pense qu'ils ont fait ça pour que, comme ça, l'algo, s'il voit target, il sait qu'il doit juste chercher à un certain endroit, et si c'est out of bound, ben là, il sait qu'il doit chercher de partout. Je pense que ça doit être plus simple en termes de perf. Donc voilà.
ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, je vais vous remontrer salaire.dev et cette fois, on va aller regarder dans l'onglet des requêtes du network et on va voir comment ça marche parce qu'en fait, salaire.dev, aujourd'hui, il utilise ça. Et je vais poser mon micro. Hop. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, super. Donc, petit F12. Donc là, je suis dans la console network. Et donc, ce qui se passait effectivement avant, avec la première architecture, c'est que là, si j'écrivais des trucs et que je faisais un blur, c'est-à-dire que je sortais de l'input, alors là, je recevais du JSON. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser, on va réécrire un truc. Pouf. Hop. Là, vous voyez, ça a automatiquement fait une requête. Alors, c'est un post, là, on ne le voit pas, mais c'est un post. Hein, croyez-moi sur parole. Sur l'URL, alors, si on le voit, voilà. salaire.dev/validate. Je ne sais pas si on peut zoomer là-dessus, mais au pire, je vais lire et puis ça ira. Hop. Et là, si on regarde en fait la réponse, alors là, c'est du super HTML. Ah, il est où lui? Normalement, il y a un bouton où on voit ce que c'est. Non? Bon, bah super. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à parser le HTML directement à l'œil comme ça? Non? Pardon? Ah, si, preview, voilà, je ne l'avais pas vu, merci. Je suis habitué à Firefox, du coup, je t'ai pas. Merci beaucoup. Donc voilà, donc là en gros, ce qu'il y a, c'est qu'on a deux blocs. On a notre petit label et input email, l'erreur. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé directement moi ce qu'il y avait à gauche dans le formulaire avec ce petit bloc-là. Et ce que vous voyez aussi, c'est que là on a le bouton envoyer qui est grisé. Et en fait, là, j'ai fait un out of bound et je suis allé remplacer le bouton qui est là. Et en fait, le truc qui est intéressant, c'est que moi, à chaque fois que je fais un petit changement ici, il envoie le formulaire complet. Moi, derrière, je regarde un petit peu ce qu'il y a dans le formulaire, je fais toutes les validations. Et si je vois que tout est valide, que le salaire en complet est valide, que le captcha est OK, tout ça, et ben, le bouton envoyer que je veux envoyer, il va être jaune, il va être activé. Voilà, et tout ça, c'est fait côté back. Donc là, côté front, moi j'ai juste mes petites balises HX machin truc. Donc là, pareil, hein, si je m'amuse à mettre quelque chose, là, l'intitulé du post, on a le droit d'écrire idu si on a envie. Et hop, voilà, ici on a de nouveau le bloc complet. Cette fois, on n'a pas d'erreur. Et on a toujours envoyé qui est grisé. Bon, je vais pas vous montrer, mais là, après, si je remplis tout, à la fin, envoyé, il est jaune. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est la même slide, hein, je réutilise mes slides. On va voir vite fait à quoi ça ressemble de l'autre côté, donc avec HTMX. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je suis désolé, mais j'étais sur l'autre branche, donc je vais avoir 2-3 trucs à faire quand même pour revenir. Hop, voilà, j'ai créé un super message de commit E. Voilà, je vais sur la branche avec le company type, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit reset juste du dernier commit, c'est là où j'ai rajouté le company type. Voilà. Donc là, on a les changements. Déjà, ce que vous... Alors, c'est assez gros, hein. Ouais, c'est bon. Ouais. Ce que vous pouvez voir déjà, c'est que maintenant tout est en Rust. Donc il y a vraiment que du back-end, il n'y a plus de front. D'ailleurs, si on s'amuse à regarder ici, pouf, il y a, si vous connaissez, il y a cargo machin là, source, c'est que du back, hein, il n'y a pas de front. Il y a un main et puis c'est tout. Donc ici, au niveau des changements, au niveau company type, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, hein, donc je ne vais pas revenir dessus, mais bon, voilà, c'est pareil. Au niveau salaire, il est là. Là aussi, c'est exactement la même chose. J'ai juste rajouté le salaire le company type dans salaire. Par contre, donc truc un peu plus rigolo, c'est au niveau de la validation. Donc, on va regarder vite fait le contrôleur de validation. En fait, ce qu'il va faire, voilà, c'est la fonction post là. Donc, on fait un post sur validate. En gros, ce qu'on va faire, première chose, c'est qu'on va récupérer dans les headers de la requête quel est le nom de l'input que j'ai modifié. Parce qu'en fait, je récupère le form complet, donc il faut aussi que je sache lequel j'ai modifié. Donc là, c'est ça, donc je récupère ça, donc ça peut être email, c'est peut-être compagnie, etc. Ensuite, je parse le formulaire, donc je le valide. Si j'arrive à le valider, donc il n'y a pas d'erreur, le disabled, soit il est vrai, soit il est faux. Ça va permettre derrière d'envoyer le bouton en disable ou pas. Et ensuite, après, voilà, je vais créer juste mon petit field, donc le email ou le compagnie ou le machin, suivant le trigger name. Donc si mon trigger name c'était email, et je vais renvoyer email field view, blabla. Donc c'est-à-dire l'input de l'email. Donc comme on a vu tout à l'heure, à la fin j'avais deux blocs. Donc j'ai le field que j'ai reconstruit, où j'ai fait la validation, et j'ai le bouton. Voilà. Ensuite, bon, il y a des trucs que je ne vais pas forcément vous montrer parce que c'est juste, regardez, je construis du HTML et je crée un drop-down, c'est pas forcément super intéressant. Par contre, ce que je vais vous montrer vite fait, c'est juste le fil de l'email pour vous montrer les petites balises HX
Alors, par contre, je suis désolé, mais c'est pas vraiment du HTML, parce que bon, hein, pourquoi on s'amuserait pas un peu. Bon, en gros, c'est une macro Rust, mais pour faire simple, paf, ça c'est un label HTML. Voilà. Là, c'est les attributs de mon label. Là, c'est un input. Enfin, vous voyez, après, vous comprenez, hein, c'est comme du HTML, il n'y a juste pas pas les petits chevrons, quoi. Mais donc voilà. Par exemple, ici, ce qu'on peut voir, c'est que lorsque on change pardon, l'email, alors on va faire un post sur l'URL de validation. On va pas faire de swap parce qu'en fait, j'ai pas envie de swapper que l'input. J'ai envie de swapper le label plus l'input plus l'erreur. Donc en fait, le parent qui contient tout ça. Et donc c'est pour ça qu'ici, j'ai mon petit hxswap-oob, out of bound, qui permet de gérer ça. Et en fait, ça, dans le label, j'ai l'input et l'erreur, et donc ça va, paf, tout est changé d'un coup. Donc voilà comment ça fonctionne. Hop, je reviens ici. Non, c'est pas ici, pardon. Je reviens à mes slides. Voilà, c'est bon. On a fini avec comment est le code, hein. Après, si vous avez des questions derrière, on pourra toujours en parler. Donc voilà, pour conclure, c'est HTMX. Voilà. On s'est bien amusé. Ce qu'on a vu, c'était que maintenant j'ai un seul programme à déployer. J'ai quand même du dynamisme, c'est-à-dire ça refresh pas la page à chaque fois que je fais un truc. Et j'ai pas eu à écrire du JavaScript. Enfin, j'ai dû écrire un head avec l'import du HTMX, et puis j'ai rajouté juste des petits attributs dans mon HTML là où il y avait besoin. Hop. Donc je sais pas du tout combien de temps il me reste, mais c'est pas grave. Merci pour votre attention. Il y a salaire.dev qui est là. Il y a le GitHub. En fait, il y a un lien vers le GitHub directement sur salaire.dev, donc c'est plus simple. Et il y a htmx.org si vous avez envie d'aller jeter un œil. C'est assez sympa. Je vous ai montré vraiment la base. En fait, il y a plein de trucs assez intéressants. On peut comment dire, configurer, par exemple, si on va envoyer plusieurs requêtes en même temps, ce qui va se passer quand on va recevoir. Enfin, il va y avoir plein de choses. Donc voilà, j'ai juste montré la base. J'espère que ça vous a plu et merci pour votre attention. Alors, quelle heure il est? Et surtout, est-ce que vous avez des questions? On a le temps, ouais. Super. Oui? Est-ce que tu regardais ça, il y a des générateurs automatiques type Ouais, il y en a. Ouais, il y en a. Bon, après, comment dire? Le truc, tu vois, c'est que même si j'ai des générateurs, il faut quand même que je déploie deux machins. Et déployer deux blocs, je préfère en déployer un seul. En fait, le truc, c'est que c'est un projet perso, tu vois. J'ai envie de faire un truc simple, j'ai pas envie de m'embêter à avoir. Déjà que déployer, c'est chiant, alors si en plus il faut déployer deux trucs, voilà. Mais oui, il y en a. Et d'ailleurs, dans un sens et puis dans l'autre, hein. Ouais. Oui? Ouais. Ouais, ça c'est une bonne question. Je dis pas que ta question était pas bonne, hein. Non, c'est quoi la limite? Moi, je veux dire, c'est que je l'ai testé sur des projets perso, donc des choses assez simples. Comme tu as pu le voir, genre, il y a deux pages, hein, c'est pas non plus. J'ai vu des exemples de gens. Enfin, j'ai vu en fait un talk de quelqu'un qui avait utilisé, enfin, d'une équipe qui avait utilisé ça sur un site gouvernemental vraiment hyper dynamique. Vraiment avec des formulaires, des trucs dans tous les sens, des listes à plus. Enfin, vraiment, la page était super compliquée. Donc, bon, pour moi, la page était horrible tellement elle était compliquée. Mais ça veut bien dire que HTMX, tu peux l'utiliser sur des trucs compliqués. Après, tu vois, je me dis, il y a un usage pour tous les outils. Et si tu as envie de faire une appli web hyper dynamique avec des workflows et tout, enfin, moi perso, je n'utiliserais pas HTMX, tu vois. Pour moi, HTMX, comme je disais, c'est vraiment pour saupoudrer un peu de JS sur des sites et pas sur des apps. Et mais que tu n'as pas envie d'écrire du JS, quoi. Voilà. Enfin, après, ça, c'est moi. Après, il y a peut-être des gens qui diraient non, vas-y, on peut faire des trucs compliqués, et peut-être qu'ils y arrivent. Mais moi, vu ce que j'en ai vu, je trouve que sur les trucs simples, c'est bien. Mais après, si à un moment, tu as besoin de faire une SPA, bah, tu fais une SPA, quoi. Voilà. Une autre question? Oui, oui, pardon. Vous voyez que tu pouvais remplacer à chaud tes bouts de ta page, là. Tu les cibles avec un sélecteur CSS. Il se Ouais, passe quoi si ça pointe sur un ou en fait HTMX il se débrouille ou ça fait vraiment. j'en ai aucune idée. Franchement, tu peux essayer et puis tu me dis. Non, bah, franchement, j'imagine que ça va peut-être pas swapper. Alors sinon, je crois qu'en fait, si de base tu mets pas tu mets pas de target, je crois en fait ça swap le truc qui a fait l'action. Par exemple, si c'est un bouton, tu vois, ça va swapper le bouton de base.
si tu mets pas en fait non, on va swapper cet autre truc. Donc il y a moyen que s'il le trouve pas, il swappe ton bouton et puis bah t'as plus de bouton. J'ai une deuxième question. Ouais. Et c'est une bonne pratique STMX ça, de renvoyer ton composant que tu as déjà modifié, comme tu as fait, ou tu aurais pu juste renvoyer le label de l'erreur au besoin. Ok. Alors, est-ce que c'est une bonne pratique? Je sais pas. Après, en fait, ouais, du coup, on l'a peut-être pas vu, mais en fait, ce que je faisais, c'est que lorsqu'on avait une erreur, ouais, il y avait le label, mais il y avait aussi, tu sais, le petit cadre là de l'input qui était rouge ou machin. Il y avait un peu de style en plus. Ouais, et donc c'est pour ça que j'ai changé. Mais par exemple, c'est vrai que le label, finalement, il change pas, donc lui, je pourrais pas le toucher. Non, j'avais pas capté. Ouais, bon, c'est pas. T'inquiète. D'autres questions? Oui. Ça date de quand? C'est un truc qui est vieux? C'est très très vieux. Non, c'est faux. Je pense. Alors, je sais plus exactement. J'avais regardé les. Je pense ça a max 10 ans. Tu vois. Donc c'est jeune dans le sens où de toute façon, tu sais, enfin, la personne a peut-être créé ça il y a 10 ans, mais bon, après le temps que ça soit vraiment utilisé, au final. Donc non, c'est pas vieux. Il y a des gens qui commencent à l'utiliser. Il y a pas de grosses entreprises, en tout cas pour l'instant, qui ont communiqué sur leur utilisation. J'ai regardé un peu. Il y a des sponsors un peu gros, genre GitHub ou des choses comme ça. Après, voilà. Moi, je dis, comme je dis, là, j'utilise sur un projet perso. Est-ce que je mettrais ça sur des projets de prod pro et tout? Je sais pas. Sur des trucs très simples, peut-être. Après, voilà. Après, en fait, en fait, tout est un trade-off. En fait, hein. T'as des avantages, des inconvénients surtout. Là, tu vois, moi, quand je vois là ce que je fais avec HTMX, je me dis, il y a moyen que si t'as beaucoup de pages, beaucoup de composants, beaucoup de trucs, il y a moyen qu'à un moment, ce soit un peu compliqué à maintenir. Après, là, quand il y a 2 pages, ça va. Moi, ça m'a simplifié un petit peu le code, mais derrière, voilà. Il y a d'autres questions? Ok, bon bah si c'est bon, on peut s'arrêter là. Bah bonne soirée et merci beaucoup.